sommes donc en live. Je check juste d'avoir la vidéo devant moi aussi pour voir les messages. Attends, on va aller sur la page des jeunes. Et voilà, je vois que Julien Milquet nous suit déjà. Ah, là, salut Julien. Alors, bienvenue à tous pour ce 40e live. Là, on est à la 4e édition de notre live, je pense. 5e voilà. 5e déjà. Je vous présente Jean-Yves Quitantou. Alors, Jean-Yves, je vais le laisser parler un peu, mais il va d'abord le présenter. Ancien président des jeunes CDH, Molenbeekois, il a été conseiller communal la mandature passée, conseiller CPS aussi, je pense. Aussi, ouais, CPS. Et voilà, il se présente d'ailleurs sur les listes à la 4e place, non, 3e place suppléant au fédéral. Donc voilà, n'hésitez pas à le soutenir si vous êtes convaincu par le live d'aujourd'hui et sa manière d'aborder la société. Salut Jean-Yves. Salut Christophe. T'es content d'être là? Bah écoute, c'est toujours un plaisir. Hein. Et il travaille maintenant au cabinet Frémaux, donc il est vachement content de revenir un peu dans l'espace jeune du CDH. Oui, évidemment, c'est toujours un plaisir. En tout cas, merci pour l'invitation, Christophe. Évidemment, c'est un très très bon concept, parce que j'ai suivi les lives précédents, et je trouve que voilà, c'est une très bonne manière de pouvoir interagir avec l'internaute, avec les jeunes, avec le public. Et ça me permet aussi de pouvoir présenter aussi un peu nos idées d'une manière un peu nouvelle et moderne. Ouais, donc voilà, c'est vraiment cool. Bon, moi vous me connaissez, Christophe de Becquelard, président des jeunes, comme chaque mercredi, depuis maintenant 5 semaines, eh bien, on décode l'actualité à midi. Donc on va commencer là, on regarde un peu ce qui se passe dans l'actualité et surtout, on regarde vos commentaires, vos questions. Donc n'hésitez pas sur tous nos réseaux, Facebook, Instagram, par mail, mon téléphone même, j'ai dans la poche, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des remarques sur l'actualité, des éclairages que vous avez envie d'avoir, n'hésitez pas à nous contacter et à nous envoyer vos questions. Alors, on va essayer de faire un peu plus court cette fois-ci. On s'est dit que le live, chaque fois, on tenait 30-35 minutes, c'était peut-être un peu long. Donc, on va essayer de tenir plus ou moins en 20 minutes cette fois-ci. On espère comme ça que ce sera, que ce serait un peu plus, ce sera un format plus dynamique, quoi, tout simplement. Et peut-être commencer par ce qui a fait l'actualité de la semaine, ce qui fait l'actualité en ce moment même, c'est-à-dire le climat, la loi climat, cette fameuse loi climat qui fait la une de tous les journaux depuis maintenant de quelques jours. Alors Jean-Yves, il y a d'abord une question qui était, peut-être d'abord vous montrer l'article qui est paru ici dans le Soir aujourd'hui. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais la loi climat en 8 points pour comprendre l'enjeu. C'est vachement bien fait. Ça permet d'avoir une vue très très claire de tous les enjeux, de oui ou non, pourquoi la Constitution, quelle serait la différence avec une loi spéciale, etc. Donc voilà, on n'est pas là pour faire la pub d'un journal en particulier, mais n'hésitez pas aujourd'hui à acheter le Soir pour vous informer sur ce sujet-là. Alors, quelle est notre position en fait, ou quelle est ta position, Jean-Yves, ou qu'est-ce que tu ressens? Parce qu'on n'est pas là non plus tout le temps pour défendre la position d'un parti, plus pour dire ce que nous on ressent comme personne, membre d'un parti. Quelle est ta position par rapport à cette loi climat? Est-ce qu'on sait bien qu'on la vote? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à une révision de la Constitution pour faire avancer les choses? Tout à fait, c'est-à-dire que, et j'appuie vraiment ce que tu viens de dire, c'est que avant d'être membre d'un parti, nous sommes aussi des citoyens engagés. Et donc, ça ne nous empêche pas d'avoir aussi un point de vue qui est parfois plus le nôtre, qui est pas toujours en droite ligne avec ce que défend le parti, parce qu'on a souvent eu l'occasion de défendre des points de vue divergents par rapport à l'intérieur du parti et qui, au final, a pu faire évoluer et bouger les lignes. Donc, c'est un point que je voulais souligner dans ce que tu viens de dire. Et donc, voilà. Mais heureusement, sur la question du climat entre les plus jeunes du parti et nos aînés, il y a très peu de divergences, parce que je pense que la question du climat, on l'épouse depuis très 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 longtemps. Je me souviens quand je commençais mon engagement politique, déjà à l'époque, Benoît Ludgen, qui était ancien président du CDH, était à l'époque ministre de l'Environnement, et qui a vraiment eu un bilan qui a été plébiscité par beaucoup en Wallonie. Et c'est d'ailleurs là qu'il a commencé son ascension politique. Aujourd'hui, on a Céline Frémaux aussi qui a un excellent bilan au niveau de la région bruxelloise. Et donc,
tout ça pour dire que la question du climat, en tout cas au CDH, on la porte depuis très longtemps. Et c'est vrai que rappeler aussi que le climat, en 99, il y a eu une énorme vague verte avec la question de la crise à dioxine. Exactement. En 2009 aussi, les Verts ont explosé aux élections. Et puis chaque fois, ces mouvements écologistes tant les mouvements écologistes que dans les partis, je pense que chaque fois, on a un peu avancé sur la cause écologiste, mais sans vraiment l'intégrer dans nos codes profondément. Et je pense que là maintenant, la mobilisation a l'air d'être beaucoup plus structurelle. Elle est beaucoup plus structurelle, beaucoup plus forte. Et je pense qu'il y a ce qu'il n'y a peut-être pas eu avant, c'est qu'il y a une véritable conscientisation, une véritable évolution des mentalités. Ouais. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant parce qu'on se rend compte aujourd'hui que on arrive à un point où on ne peut pas juste mettre un petit peu d'écologie pour faire cosmétique. On doit vraiment aller vers une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de concevoir la société, de concevoir notre relation à la nature, au développement économique, etc. Et ça, on l'a vraiment très bien vu. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est un marqueur des politiques environnementales qui ont été menées notamment par Céline Frémaux, mais aussi par Carlo Di Antonio. Et donc ça, je pense que c'est important de le dire. Et il faut vraiment avoir conscience que l'écologie n'est pas l'apanage d'un parti, tout comme le social n'est pas l'apanage d'un parti, tout comme le développement économique n'est pas l'apanage d'un parti. Aujourd'hui, l'ensemble des partis, je pense, ont pris la mesure de la dimension écologique. Et le CDH, en tout cas avec nos ministres, on a mis en place énormément de choses et je pense que c'est important de le dire. Pour arriver sur la question de la loi climat, c'est que je pense qu'effectivement, sur l'idée même de la nécessité d'avoir une loi climat et d'en arriver à une révision de la Constitution, soyons honnêtes, soyons très clairs, on est là dans un débat qui est symbolique. En tout cas, par rapport au point de modifier la Constitution pour ajouter ces éléments-là. Est-ce que c'est pas... moi, mon avis, quand même, c'est que ce symbole est important. Évidemment. Et donc, c'est ce que je dis, parce que la politique est aussi faite de symboles. Ça, il faut aussi être clair là-dessus. Et donc, c'est pour ça que c'est important, parce que c'est un signal que l'on donne. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans le concret de la réalisation de la politique, on n'a pas forcément besoin d'une révision de la Constitution. Mais le symbole est extrêmement fort, parce que ça démontrera un engagement réel, en tout cas. Et c'est d'autant plus important pour moi, parce que je suis de ceux qui trouvent qu'il faut à un moment donné qu'il y ait une coordination des politiques environnementales qui soit réelle, qui soit ambitieuse et qui donne le cap. Parce que si je prends mon expérience personnelle et professionnelle, c'est que quand j'étais collaborateur au Parlement bruxellois, on a eu tout un cycle de débats, etc., pour mettre en place une résolution interparlementaire, donc avec les différents parlements, sur les questions climatiques. Et on s'est très vite rendu compte déjà à ce moment-là qu'au niveau du Parlement flamand et notamment au niveau de partis comme la NVA, il y avait des blocages constants. Et donc il y avait véritablement une volonté de pouvoir freiner le plus possible. Et donc déjà rien qu'à ce niveau-là, au niveau parlementaire, on s'est rendu compte des complications qu'il y avait autour de ça. On est quand même arrivé à quelque chose, mais l'ambition a dû être vue à la baisse. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, si pour ceux qui se souviennent, en 2005, toutes les discussions qu'il y a eu sur l'accord du burden sharing, ça a été donc ce moment où on a vu les différents ministres qui devaient se mettre d'accord sur les ambitions à aller défendre. C'était la COP 21, si je me trompe pas. C'est la COP 21, il me semble. Et donc si vous vous souvenez de ces images où ça a été quasiment au bout de la nuit qu'ils ont fini par obtenir un accord, notamment grâce à un travail acharné de Céline Frémaux. Mais quelque part, on peut se dire qu'à chaque fois qu'on arrive à une COP, il y a des complications. Donc je pense qu'on arrive quand même à la fin d'un modèle. L'enjeu climatique aujourd'hui est tel qu'on ne peut plus se permettre d'avoir comme ça des espèces de petites querelles entre régions et d'en arriver à ce genre de situation où la veille d'un sommet important, on ne sait toujours pas ce que la Belgique va dire. Ce n'est plus possible. Et donc, je pense qu'effectivement, on doit arriver à mettre en place un système où on a une véritable gouvernance de la politique climatique qui donne un cap qui est clair, qui s'impose à toutes les régions et qui peut véritablement épouser les ambitions et être en phase avec ce que demande la population aujourd'hui. C'est que ce qu'on veut, c'est qu'on ait une véritable conscience que l'on vit un moment qui est extrêmement important, qu'il faut pouvoir changer de modèle, et pour pouvoir changer de modèle,
il faut qu'on ait un cap, une vision qui soit partagée. Ouais, à fond. Et le fait de changer cette constitution, pour nous, ça peut participer à cette prise de conscience et au fait qu'on soit tous vers les mêmes objectifs. Moi, je suis allé place du Trône, là, c'était avant-hier soir, sentir un peu, je me suis dit, il faut quand même que, comme politique, on ait un peu sentir ce qui se passe dans ces moments de cristallisation extrême de la mobilisation, quoi. Et ça a vraiment été un beau moment, quoi. Je discutais avec plusieurs manifestants qui étaient là. Et c'est clair que tout le monde aurait pu être à cette manifestation, parce qu'en fait cette manifestation c'était quoi? C'était manifester en fait pour une prise de conscience climatique, quoi. Après la façon, il y en a qui critiquent et autres. Moi je trouve que à partir du moment où il y a comme ça des centaines de jeunes qui se mettent ensemble et qui arrivent à quand même du résultat, puisque le lendemain le MR a changé son fusil d'épaule, Tout à fait. a vraiment fait une volte-face qui par ailleurs est assez remarquable, je trouve. C'est pas facile pour un parti de dire à un moment donné on s'est trompé, on s'est planté pendant des semaines, parce que c'était pendant des semaines qu'ils ont refusé d'avancer dans cette direction-là, et puis qui à un moment donné disent ok, on s'est trompé, on fait demi-tour et on change de cap. Moi je trouve que c'est une posture politique quand même qui est assez intéressante et qui doit pouvoir aussi être soulignée. Donc voilà, pour avoir plus d'infos vraiment sur le fond et sur comment la différence entre la loi spéciale, le changement de la Constitution, etc., je vous invite à lire l'article du soir. Mais de manière générale, je pense qu'on est d'accord qu'on doit soutenir cette révision de la Constitution pour pouvoir vraiment donner un cap, pouvoir montrer qu'il y a quelque chose de fort qui se passe, qui s'est passé ces dernières semaines, et que ça doit être suivi de fait. Et d'ailleurs, je pense que je vous laisse lire l'article, sinon ça va nous mener trop loin. Mais juste avant que tu changes éventuellement de sujet, sur la question du positionnement du MR, c'est extrêmement intéressant, parce que je suis quand même politologue de formation à la base, et donc c'est intéressant comme évolution, parce que on se rend compte en fait que une posture aujourd'hui qui n'est pas ambitieuse par rapport aux politiques climatiques n'est plus audible auprès de la population. Et c'est une évolution qui, je pense, est extrêmement positive et doit véritablement être soulignée. Mais ce que je dirais aussi, mais ça c'est plus un message aussi également aux citoyens, parce que évidemment, en tant que politique, on regarde ce qu'on fait, mais je pense que chaque citoyen aussi doit se rendre compte que l'effort est global. C'est-à-dire que l'effort n'est pas que au niveau des politiques. C'est facile de dire oui, les politiques nous font rien, parce qu'on a participé, on était ensemble à la marche à la marche en décembre et tout ça. Et d'ailleurs, tu te souviendras qu'à un moment donné, il y a une manifestante qui est venue nous apostropher en nous disant oui, non, mais vous n'avez rien à faire là, était parti pour essayer de lui parler. J'ai fait la marche à côté d'elle en essayant de lui parler et dans le contexte. Mais ce que je voulais dire en pensant à ça, c'est que on doit être ensemble, c'est-à-dire chacun doit faire sa part de l'effort. Il y a un travail qui est fait des politiques. Évidemment, c'est toujours facile de jeter le propre chez les politiques. C'est quelque chose qui est tendance, et donc voilà, c'est facile de dire que les politiques sont les méchants ou les mauvais. Mais chaque citoyen doit se rendre compte aussi que l'effort climatique est global, et chacun à son niveau, chacun dans sa petite vie peut faire quelque chose pour faire évoluer les choses. Et donc je pense qu'on est véritablement face à, comme je disais tout à l'heure, un changement de société et de paradigme, et que donc l'effort doit être global. Et donc c'est pas les citoyens contre le politique, mais c'est les politiques et les citoyens. Et encore un petit mot sur ce sujet, parce que je vois de plus en plus sur les réseaux des partages d'articles qui expliquent que l'augmentation de la dernière année en émissions de la Chine, par exemple, c'est 2 fois les émissions totales en Belgique, ou des chiffres comme ça complètement hallucinants, où on se dit en fait ça sert à rien de faire des efforts en Belgique, puisque de toute façon le reste du monde en a rien à foutre. Ça, je pense que c'est vraiment faux, parce qu'il faut aussi se rendre compte que le climat, c'est une vraie opportunité économique en fait. Exactement. Et donc peu importe la quantité, quelque part, si on se met dans cette dynamique, on se met dans la marche du monde. C'est clair qu'on va aller vers une reconnexion à la nature, une meilleure prise en compte de l'impact sur l'environnement de l'homme. Et donc si l'Europe est pionnière là-dedans, eh bien on va peut-être retrouver une position de leader dans le monde de par cette compétence qu'on va acquérir. Alors, on va peut-être parler un petit peu, parce que je vois je pense qu'il y a une question de quelqu'un qui a mis... non, je sais pas très bien, mais que j'avais eu des questions sur Dimitri Fourny. Évidemment, ça aussi fait pas mal d'actualité cette semaine. Pardon. Sur
Ben, vous avez suivi, c'est le chef de groupe au Parlement wallon du CDH qui a eu des petits soucis puisqu'il a été inculpé pour des soucis avec les élections qui sont passées à Neuchâtel. Alors, comme ça fait l'actualité, il faut en parler aussi, il n'y a aucun souci avec ça. Nous, je pense que Dimitri Fournier, déjà, il a fait un sacré pas de côté, alors que c'est quelqu'un qui était vraiment proche il était ministrable, il aurait pu arriver très très loin en politique, et là il y a eu un coup d'arrêt d'un coup en acceptant de ne pas se présenter aux élections régionales et fédérales. En tout cas, je pense que ce geste l'honore. Outre tout ce qu'on peut dire dans les médias, les images qu'on peut se faire de ce qui se passe, n'oubliez jamais que derrière tout ça, il y a des hommes, il y a des humains qui qui vivent des moments très difficiles, et donc voilà, c'est pas pour le plaindre, c'est simplement il faut en être conscient. Pour le reste, c'est la justice de faire son travail. Si en effet il a fait ce qu'on dit qu'il a fait dans les médias, évidemment il doit être jugé pour ça et il doit en assumer les conséquences. Il n'y a pas de il n'y a pas de lézard avec ça. Par contre, s'il a rien fait et qu'à la fin il est disculpé, ce sera quand même un sacré gâchis humain, parce que c'est un gars qui a pas compté son énergie en politique jusqu'ici, quoi. Exactement. Et c'était, si je ne me trompe pas, le 4e meilleur taux de pénétration, je pense, aux dernières élections. Donc c'est quand même impressionnant. C'était pas un petit candidat, quoi. Non, c'est ça. Bon, voilà, donc pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais sinon je pense qu'on a fait le tour. Alors, on parle pas mal dans les médias de Bruxelles et du métro, la question de l'extension du métro vers le nord. C'est un grand débat ces derniers mois, et c'est même déjà ces dernières années, de savoir est-ce que c'est utile d'investir autant d'argent dans le métro, avec notamment une carte blanche qui est parue dans un journal, je sais pas lequel. Je regarde Mathieu, c'est dans quel journal, tu sais, la carte blanche sur le métro nord, non? Dans la Libre, je pense, à lire, parce que c'est un éclairage intéressant. Par contre, je pense que les opposants du métro reviennent toujours avec l'argument financier, qui est évidemment tout à fait juste. Il faut gérer de manière correcte les deniers publics, mais je vous demande vraiment de vous remettre dans la peau des décideurs ou des citoyens qui, il y a 40 ans, 50 ans, ont décidé de faire le métro à Bruxelles. Ça paraissait évidemment un investissement complètement énorme et complètement fou pour une ville comme Bruxelles, et pourtant ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui sans métro? On serait complètement à la rue, on serait très très loin derrière en termes de transport en commun. Et donc moi je suis vraiment convaincu qu'il faut continuer à développer ce métro vers le nord, vers le sud aussi d'ailleurs. Les études sont en cours, et je pense qu'on doit être et se dire que c'est un investissement évidemment pour les 50 ou le siècle à venir, quoi. Mais exactement, et j'appuie d'autant plus ce que tu dis, parce que si je fais le lien avec la discussion qu'on vient d'avoir sur le loi climat, la politique environnementale, etc., c'est clair qu'à Bruxelles, on ne peut pas demander aux gens, par exemple, de laisser tomber la voiture s'ils n'ont pas d'alternative crédible à un moment donné. Et donc oui, il y a la question évidemment du transport en commun, des bus, etc., pour qu'il y ait de meilleures connexions entre différentes zones, ça c'est vrai, mais il n'y a rien à faire. Quand on peut traverser le nord de Bruxelles, par exemple, Molenbeek-Woluwe en bus, je le fais en 20 minutes maximum. C'est quand même autre chose que de devoir le faire en bus, à faire des connexions, etc., etc. Donc c'est clair que le métro est une alternative clairement, tout à fait crédible, tout à fait positive, et qu'il faut pouvoir encourager son extension. Et donc, moi, je suis, tout comme toi, je suis de ceux qui encouragent vraiment à ce qu'on continue à investir dans le métro. Ouais. Ok, excellent. Le RER, on en parle aussi un petit peu avec je sais pas très bien qui, dans un journal, qui s'est exprimé contre en expliquant qu'on n'allait jamais y arriver avec le RER, parce qu'il y avait des gros soucis. Alors ça, je pense que c'est clair que le RER se heurte à ce qui est selon moi le plus grand danger aujourd'hui de notre démocratie, c'est le manque d'efficacité des pouvoirs publics, c'est-à-dire que on n'arrive plus à avancer sur les grands projets, sur les grands sujets de société, parce que notre pays est beaucoup trop morcelé entre les différents niveaux de pouvoir, avec des possibilités de recours innombrables qui arrivent à bloquer tous les projets. Et donc aujourd'hui, on a en effet un gros problème à terminer ce RER, parce que les permis d'urbanisme, parce que les différents niveaux de pouvoir, le financement. Donc je pense que là, il y a eu d'ailleurs un débat au Cercle du Lac
hier soir, je pense, entre plusieurs présidents de partis, et qui a bien démontré ça. La conclusion, c'était en fait notre pays devient quasi ingouvernable, donc il y a un vrai problème d'efficacité, quoi. Donc ça, je pense que ça doit être un des sujets prioritaires de la campagne qui vient, c'est-à-dire comment simplifier nos institutions, comment harmoniser les compétences entre les différents niveaux de pouvoir, pour qu'en effet la santé, par exemple, ce soit pas un pouvoir complètement morcelé entre différents niveaux de pouvoir, le climat. Alors est-ce qu'on doit tout réunir chez un ministre, ou bien est-ce qu'on doit plutôt faire des vrais accords de coopération contraignants qui forcent tout le monde à travailler ensemble? Voilà, ça va être le débat, j'imagine, des prochaines élections. Moi, je pense qu'on doit simplifier, supprimer, fusionner certaines institutions. Il y a vraiment trop d'acteurs aujourd'hui dans le pouvoir public, et donc il est urgent d'adresser ça, quoi. Ça c'est clair. Je veux dire, on a vraiment simplifié la gouvernance de la Belgique, parce qu'à un moment, plus personne ne s'y retrouve. Je veux dire, à force d'être dans des situations où tout le monde décide, au final, personne n'est responsable. Ouais, personne n'est responsable. Et c'est ça, en fait, le véritable problème. C'est la question de la responsabilité vis-à-vis de l'échec d'un projet. Et ça, en diluant comme ça les nombres en augmentant, pardon, comme ça, le nombre de décideurs, bah, ça dilue les responsabilités. Et donc, c'est ça qui est véritablement problématique. Et sur la question du erreur, il y a par exemple une institution auquel j'ai beaucoup cru en 2014, quand Benoît Serex la défendait. C'était l'institution c'était la communauté urbaine, et c'est vraiment dommage que on n'en a jamais rien fait jusqu'à aujourd'hui, parce que je pense que c'était là un espace de concertation extrêmement intéressant, notamment pour les projets comme le RER, ou tout ce qui est en lien avec les politiques de mobilité autour de Bruxelles. Ouais, c'est clair. Et bon, voilà, on sait entre autres pourquoi est-ce que ça ne marche pas, c'est que les Flamands n'en ont jamais vraiment voulu. Et donc voilà, mais c'est dommage. Donc c'est pour dire que je pense que la solution n'est certainement pas dans l'augmentation du nombre de structures, comme on l'a dit, mais certainement dans la rationalisation, et peut-être, il faut aussi oser le dire, dans la refédéralisation de certaines compétences. Je vois une question là d'Héloïse par rapport au vivre ensemble à Bruxelles. Elle dit que Bruxelles est souvent vue comme très divisée entre sa partie Est et Ouest. Moi, je suis de Saint-Pierre, Jean-Yves est de Molenbeek. Voilà, on est unis, donc c'est cool. On s'entend plutôt bien. Mais non, mais c'est un vrai sujet. C'est vrai qu'on peut pas nier quand même que Bruxelles est divisée quand même en deux par ce canal, avec deux réalités sociales très très différentes. Alors, c'est pas blanc et noir, évidemment. Il y a sans mettre jeu de mots. Mais je veux dire que c'est pas si contrasté. Évidemment, il y a des nuances dans toutes les communes, dans les deux parties de Bruxelles, mais c'est quand même vrai que il y a l'exemple type, et qui m'a vraiment marqué et où ça m'a vraiment révolté. Je me suis dit il faut faire quelque chose. C'est quand j'ai vu que je pense que c'est Billy Bike, ou je sais pas, c'est une des sociétés de vélo en free floating, m'expliquait que eux ne travaillaient pas sur l'ouest de Bruxelles, ne traversaient pas le canal parce que la clientèle là-bas était pas la même, et qu'ils n'avaient pas besoin du coup de ce territoire-là pour évoluer. Et donc ça m'a vraiment rendu fou. Je me suis dit ok, donc en fait on est en train de créer à Bruxelles deux approches de la mobilité complètement différentes entre les deux parties de la ville. Alors bon, voilà, c'était un peu émotionnel, mais je me dis quand même il y a quelque chose là, et un des gros défis des prochaines années pour moi, c'est d'arriver à quelque part pacifier cette relation entre les deux côtés du canal, quoi. T'en penses quoi, toi? Moi, je suis assez d'accord avec toi, parce qu'évidemment les questions de vivre ensemble sont des questions qui m'ont toujours dans lesquelles j'ai toujours été engagé depuis que je suis engagé en politique. Et ce qui est assez dramatique, c'est que je sens que ça se creuse. Je sens que ça se creuse, parce que je sens vraiment que les réalités entre les deux côtés du canal sont vraiment en train de s'ancrer. Il y a vraiment en train de s'ancrer il y a une espèce de dualisation de la ville comme ça qui est assez inquiétante selon moi. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se rend compte aujourd'hui que un jeune on va dire d'Anderlecht, par exemple, comme ça, on ne parle pas de Molenbeek, on fait pas Molenbeek ou Lioué. Non, Oderghem, voilà, on va prendre Oderghem et Anderlecht. Voilà, on se rend compte que de plus en plus, par exemple, de jeunes d'Anderlecht, par exemple, vont vivre dans leur quartier, ils auront toute leur réalité dans leur quartier, et ils vont très peu sortir de leur commune. Et pareil, par exemple, pour les jeunes d'Oderghem qui vont avoir leur vie dans cette zone-là, et qui vont très peu sortir. Et ça pose des difficultés dans la plupart des politiques que l'on mène. Si on prend par exemple la question des politiques en matière d'emploi,
bah, je me souviens qu'il y a 3-4 ans, je discutais avec avec une personne qui travaille à Actiris, qui disait que l'une des difficultés d'une structure comme Actiris, par exemple, c'était de faire en sorte que les jeunes arrivent vers eux. C'était avant qu'ils mettent en place qu'ils décentralisent, qu'ils soient décentralisés. Avant qu'ils fassent ça, ils se sont rendus compte que énormément de jeunes étaient à côté des politiques de mise à l'emploi, tout simplement parce qu'ils n'osaient pas aller traverser et aller jusque là où se trouve Actiris. Mais quelles sont les solutions? Parce que Elise nous dit quelles sont vos solutions pour améliorer le vivre ensemble, pour arriver à ce que ça se passe mieux. Mais moi, c'est une réponse peut-être un peu bateau, mais je pense que il faut 3 choses. La première, c'est qu'il faut décloisonner les mentalités et les imaginaires. Molenbeek, c'est pas Bagdad, ou Olivier, c'est pas Belrose Place. Enfin, je veux dire, chaque commune ou chaque espace de la région bruxelloise a ses réalités, mais il faut pouvoir faire en sorte que concrètement, c'est des partenariats entre écoles ou les. Bah oui, par exemple, pour moi, il faut plus de partenariats entre écoles. Plus de partenariats et d'échanges entre les structures associatives, par exemple des organisations de jeunesse. Par exemple, je suis très surpris que par exemple, dans ma commune, des structures comme les scouts ou les guides, etc., bien qu'ils soient présents, ont quand même beaucoup de mal à toucher un public beaucoup plus large, alors que dans d'autres communes, ça marche super bien. Donc je pense que ce genre de structure-là ont un véritable rôle pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Mais la question que je me pose aussi, c'est est-ce que dans ces structures, ils ont aussi est-ce qu'il y a un personnel qui est ouvert aussi à ces réalités? Parce que les codes sont aussi quand même différents. Non. Il y a certains codes qui sont un peu différents, parce que dans certains quartiers, tu as une mentalité qui est un peu plus urbaine, mais très ancrée. Dans d'autres quartiers, tu as un autre type de mentalité. Donc, il faut pouvoir créer ces espaces de rencontre. Il faut les multiplier. Pour moi, c'est fondamental. Première chose. Seconde chose, il faut cesser avec cette ineptie qui est la discrimination sur le marché de l'emploi. C'est une ineptie complète. Même économiquement, ça a été prouvé par plusieurs chercheurs que ça n'a aucun sens. Parce que moi, je suis ceux qui croient fondamentalement à l'intégration par l'école, certes, mais aussi par le travail. Parce que le travail, en fait, l'espace de travail est véritablement un espace où on rencontre des gens de différents milieux, avec différentes histoires. Et donc, si on a une partie de la région qui a du mal à avoir accès au marché de l'emploi, ben, on renforce ça. On renforce ça. Et donc, je pense que c'est multiplier l'espace de rencontre, le marché de l'emploi, lutter contre la discrimination à l'embauche. Et mon dernier point pour moi, c'est véritablement assumer un projet de ville ou un projet de région qui soit cosmopolite et qui soit, j'allais dire multiculturel, même si j'aime pas trop ce mot, parce que la multiculturalité est un fait, ce n'est pas un projet politique. Mais il faut véritablement à un moment donné assumer un projet pareil et l'assumer aussi dans le discours, mais pas un discours pour faire beau comme font certains partis politiques que je ne citerai pas, mais vraiment l'assumer, que ce soit dans le discours et dans les faits. Je pense que c'est extrêmement important parce que ça donne aussi un message. Ça donne aussi un message. Ça veut dire que les politiques doivent incarner ce discours. Ils doivent les incarner. C'est-à-dire que pour moi, en fait, il faut cesser de penser l'interculturalité comme des soirées couscous. Enfin, il faut arrêter ça. Je veux dire, c'est pas ça. C'est pas ça construire le vivre ensemble. Et donc, construire le vivre ensemble, c'est faire en sorte que chacun ait les mêmes chances. Quand on a des populations qui se disent, oui, ben moi j'aurais du mal. Enfin, quand tu baignes dans un milieu où on te dit que tu auras du mal ne fût-ce qu'à réussir à l'université tout simplement parce que tu as une certaine origine, bah ça devient compliqué. Et tout comme de l'autre côté, quand on te dit que oui, je sais pas moi, que à Molenbeek c'est tous des terroristes, bah oui c'est compliqué. Alors que c'est pas vrai du tout. Donc il faut, je pense, décloisonner ça. Organiser beaucoup plus de moments de rencontre, d'échange et de compréhension mutuelle. C'est ce qui est, je pense, pour moi fondamental. Parce que si on rate ça, je pense qu'on part sur 15-20 ans qui seront extrêmement compliqués, je pense. Et alors, moi, je terminerai aussi peut-être par dire que l'important, c'est de vraiment assumer le fait régional, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
on peut pas avoir une commune comme Oderghem, pour en prendre une qui se targue d'avoir les taxes les moins élevées de toute la région bruxelloise, mais à côté de ça ne prend sur lui aucun investissement dans des équipements collectifs, aucun investissement dans les crèches, les écoles, etc. Exactement. Et donc, et par ailleurs, oui, avoir d'autres communes qui doivent assumer toute une série de situations sociales beaucoup plus compliquées et qui donc sont obligées de monter les taxes très haut, et donc on est dans un cercle vicieux, quoi. Exactement. Donc ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir à un moment donné une vision plus régionale. Moi, je suis pas contre les communes. Je pense que les communes ont un rôle à jouer de proximité, de lien social et autres. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui doivent pouvoir être harmonisées au niveau de la région pour qu'on puisse justement ne plus avoir un développement si différencié entre l'Est et l'Ouest. Tout à fait. Voilà, ben on va plus ou moins terminer ici, parce que on a bien raté notre objectif de 20 minutes, on est déjà à une demi-heure. Je vois plus trop de questions. Rosario qui termine par nous dire que sur le climat, on devrait éduquer nos enfants à l'école dès le plus jeune âge. Je suis d'accord. Je pense que tout est dit dans sa phrase, donc il n'y a pas vraiment de réaction nécessaire. Grand merci Jean-Yves d'être venu aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation cool. et pour l'initiative aussi. Hein. Comme tu dis, c'est vraiment cool. Parce on va continuer comme ça. Et semaine prochaine, on reçoit Alketa, si je ne me trompe pas. Alketa Selimaj, qui était candidate à Kuckelberg et qui est une fille, une jeune CDH super dynamique, et donc ça va être intéressant d'entendre son point de vue. Donc voilà, à bientôt Jean-Yves, à bientôt ceux qui nous suivent, et à très bientôt.